Bien, bonjour à tous. Donc, première vidéo que je vous envoie sur l'introduction, enfin le chapitre introductif, les frontières dans le monde aujourd'hui. Alors, comme je vous l'ai précisé, hein, il y a un groupe avec lequel je suis allé plus loin que l'autre, donc normalement, si vous avez bien eu mon message, vous n'allez pas commencer tout de suite, mais je le redis ici, hein, il y a un groupe avec lequel on a déjà fait le début là, de ce que je vais expliquer. Alors, simplement pour reprendre un petit peu ce qu'on avait dit pour enchaîner, on était dans la première partie, hein, on cherche à définir ce que c'est qu'une frontière, donc c'est le grand 1. On avait donné vraiment une définition, c'est-à-dire il y avait la définition courte, hein, c'est-à-dire c'est la limite politique qui définit le territoire d'un État, mais on avait complété un peu cette définition avec des éléments supplémentaires. Et la deuxième sous-partie porte vraiment sur les fonctions que peut avoir une frontière. Donc dans ces fonctions, ce qu'on avait déjà vu, c'était l'importance de délimiter notamment un État. Donc là, je vous avais parlé des bornes frontières et on avait étudié l'exemple, vous vous souvenez du borne des 7 raids, enfin du raid des 7 bornes, par exemple, pardon, qui est une expédition qui sert à délimiter la frontière entre la Guyane et la France. Donc ça, c'est la première fonction, délimiter. Il y a une autre fonction qui est celle de protéger militairement. Deuxième fonction, ce qu'on voit avec l'exemple, bon, bah, comme on avait vu, hein, la Grande Muraille de Chine, qui se trouve ici, une photo, la frontière des deux Corées, deux exemples dont on reparlera, ou les lignes, les forts Vauban, ce qu'on avait étudié, la double ligne qu'on avait installée en France pour protéger la frontière nord-est. Et on était arrivé à une troisième fonction qui était celle de contrôler les flux. Et donc là, on avait parlé, vous vous souvenez, du rôle de la douane, c'est-à-dire qu'un État veut pouvoir contrôler ce qui se passe à la fois en termes d'identité des personnes, de marchandises ou de capitaux. Donc, pour compléter un peu cet aspect de contrôle des frontières, vous aviez un texte à étudier que je remets ici dans le diapo, je vous avais distribué. Vous aviez deux questions, on avait en fait juste commencé un petit peu à les corriger, donc je vais compléter ici cette correction. Alors, dans un premier temps, la question était de savoir quels sont les objectifs de cette nouvelle manière de contrôler les frontières qui est décrite dans le texte. En fait, il faut partir de ce qui est dit sur les frontières telles qu'elles sont avant. On nous explique que les frontières avant sont trop lourdes, trop inefficaces, qu'il y a des longues files d'attente, des retards, etc. Et donc c'est à la fois inefficace, mais derrière c'est un obstacle économique, ça coûte cher pour rien en quelque sorte. Donc il y a deux buts dans ce texte, on nous explique qu'il y a deux objectifs par rapport à ça. Le premier, c'est de faciliter le passage de certaines marchandises, de certaines personnes, donc par un certain nombre de moyens qu'on verra juste après. Et le deuxième but qui va avec, c'est en même temps de protéger les frontières, cette fois en empêchant le passage de tout ce qui va être illégal. Donc ça peut être des marchandises ou des personnes, des migrants qui sont en situation illégale. Donc il y a ce double but, faciliter et protéger en même temps. Donc tout dépend de ce qui cherche à passer la frontière. Deuxième question, c'est donc quels sont les moyens qu'on va avoir pour renforcer ce contrôle aux frontières. Il y en a plusieurs qui sont évoqués dans ce texte. De manière générale, ça va être l'utilisation de technologies en fait de pointe. Vous avez plusieurs passages dans le texte qui vous expliquent ça. Vous avez un système de surveillance, des scanners, des contrôles qu'on appelle biométriques. Donc biométrique, c'est pouvoir vérifier l'identité d'un individu en fonction de ses caractéristiques physiques, donc par exemple voilà, la couleur de vos yeux, vos empreintes digitales, la forme de votre visage, etc. Donc l'idée étant que tout ça soit le plus automatisé possible grâce à des technologies de pointe. Ce qui va avec ce point, c'est qu'il faut qu'il y ait une base de données, c'est-à-dire un endroit où on enregistre toutes les caractéristiques, par exemple biométriques des voyageurs, pour pouvoir identifier si telle ou telle personne a le droit ou non de passer cette frontière. Donc, vous voyez que ce document-là, il présente vraiment une nouvelle manière d'aborder les frontières, c'est-à-dire contrôler efficacement grâce à des technologies de pointe pour pouvoir choisir, enfin décider est-ce que telle ou telle personne, telle ou telle marchandise est bien en situation légale ou pas. Ces frontières, on appelle ça des frontières qui sont intelligentes au sens où elles sont équipées en technologie pour pouvoir contrôler les flux. Là, je vous ai mis une photo d'une de ces frontières intelligentes. Donc en fait, ça existe déjà. Il y en a de plus en plus. Donc ce qu'il faut bien que vous notiez vous, c'est d'une part la définition de frontière qui est dans le diaporama là, mais également le fait que depuis en gros la fin du XXe siècle, on est de plus en plus
de ces frontières, un peu partout dans le monde, beaucoup dans des pays développés, puisque c'est une procédure assez coûteuse, mais ça c'est amené à se développer. Juste une dernière remarque par rapport à ce document qu'on a étudié. Vous avez peut-être remarqué, en fait, le ton de ce document, il est assez positif en ce qui concerne les frontières intelligentes. Quand on lit ça, on se dit effectivement que c'est une solution idéale, en fait, puisque ça permet à la fois de contrôler et de protéger, tout en facilitant le passage. Il faut être conscient que je vous ai pas fait présenter le document, mais là, on remarque que ces 4 personnes qui ont écrit ça, c'est un rapport d'une entreprise. Heu, En fait, il se trouve que cette entreprise vend les technologies qui sont utilisées dans ces frontières intelligentes. Donc il est normal qu'eux, ils la défendent. Mais soyez conscients que ça pose aussi enfin, qu'il y a des gens qui critiquent ces frontières, puisque ça pose des questions, par exemple, en termes de données personnelles. Si, on rassemble les données de tous les utilisateurs dans un seul fichier, comment est protégé ce fichier? Qui y a accès? Donc c'est une question qui est en débat. Il y a des gens qui défendent ces frontières, elles ont leur utilité, mais ça pose également des questions, éthiques. Donc pour, terminer, vraiment pour conclure cette, 1re partie sur qu'est-ce qu'une frontière, vraiment l'idée importante, essentielle qu'il faut noter, c'est que une frontière, elle est plus ou moins fermée, mais surtout c'est toujours un filtre et que ça va être plus ou moins fermé en fonction de ce qui cherche à passer. Il y a des choses qu'on veut laisser passer, d'autres non. C'est pour ça qu'il faut avoir vraiment l'image d'une frontière comme un filtre. Même une frontière qui a l'air extrêmement fermée ou extrêmement ouverte, elle est toujours en fait plus ou moins fermée pour certaines choses ou personnes et plus ou moins ouverte pour d'autres. Donc voilà, idée vraiment à noter, importante, une frontière est toujours un filtre. Une fois qu'on a dit ça, on a terminé cette première partie sur vraiment une première approche de ce qu'est une frontière. Deuxième partie importante pour avoir bien en tête le contexte général, si vous voulez, c'est l'idée que les frontières sont de plus en plus nombreuses. Donc, vous pouvez noter le titre de cette partie, hein. Pour voir ça, on peut utiliser plusieurs cartes qui sont dans votre livre. En l'occurrence, les cartes qui sont pages 140-141. Alors, bon, c'est relativement clair ici, mais vous pouvez aussi prendre votre livre en parallèle si vous voyez mieux. En fait, ces différentes cartes, donc vous voyez, il y en a 3 et en fait, la légende, c'est une légende qui nous permet de regarder les frontières dans l'ordre chronologique. Puisque, en fonction de la couleur, on voit quand a été tracée la frontière. En fait, ce qu'on remarque sur cette carte, si vous regardez la première carte, on s'intéresse uniquement avant 1800, donc en vert, bah, on remarque qu'il y a quand même très peu de frontières finalement qui sont tracées. Vous avez quelques frontières dans les pays européens là, qui ont commencé à apparaître. On en avait parlé rapidement, hein, c'est notamment avec les traités westphaliens, on était passé assez vite, mais bon, peu importe. Vous avez quelques frontières ailleurs, hein, donc en Amérique du Sud, vous avez la Grande Muraille de Chine, mais globalement sur l'ensemble du monde, hein, imaginez, hein, s'il y avait la carte Q avant 1800, il n'y aurait que ces frontières vertes. Donc on voit qu'il y a très très peu de frontières qui sont tracées. On remarque une explosion vraiment du tracé des frontières à partir de 1800. Donc entre 1800 et 1899, donc au 19e, vous en avez quand même un certain nombre qui commencent à être tracés, qui sont aussi des conséquences d'un certain nombre d'indépendances, dans le cas des États-Unis par exemple. Et c'est un mouvement qui se poursuit. Là, vous avez la deuxième carte, hein, c'est de 1945 jusqu'à en fait aujourd'hui. Et donc, vous voyez qu'au fur et à mesure du temps, il y a de plus en plus de frontières. Donc c'est ça qu'il faut vraiment avoir en tête. Et en fait, pour décrire ce processus, on utilise un terme qui est celui de frontiérisation, c'est-à-dire l'augmentation du nombre de frontières, tout simplement. C'est un mot de vocabulaire que vous devez noter parce qu'on peut le retrouver dans des textes notamment. Donc frontiérisation, c'est tout simplement, c'est assez transparent, l'augmentation du nombre de frontières. Et donc, ce qui va avec, rappelez-vous de l'introduction, ça veut dire qu'il y a une augmentation du nombre d'États aussi. Alors, il y a une exception à cette augmentation du nombre de frontières. Il y a une seule frontière qui a disparu dans la période récente, c'est la frontière entre la RFA et la RDA. Donc l'Allemagne s'est réunifiée. Là, pour le coup, c'est le seul cas récent de disparition d'une frontière. Mais bien plus souvent, les frontières donc apparaissent. Alors, il y a plusieurs causes qui expliquent cela. Donc dans votre cahier, là, vous pouvez par exemple faire des tirets, puisqu'on va expliquer plusieurs causes qui amènent à une apparition de frontières. Premier élément, ce sont des disparitions, enfin des divisions à l'intérieur d'un État ou d'un empire. Ici, je vous mets une carte qu'on avait vue en fait au début de l'année. Lorsque l'URSS
disparaît en 1991, ça donne lieu à énormément, d'États différents puisqu'on a une 15 États, en fait, qui naissent à partir d'un seul État. Donc là, quand vous regardez cette carte, en fait, tous les États qui sont, en rouge ou en orange, heu, ou en jaune, donc tous les États sauf les violets, c'était l'URSS. Ce qui veut dire que toutes ces frontières-là, par exemple celle sur laquelle je passe avec ma souris, celle-là, ou ici celle entre l'Ouzbékistan, le Kazakhstan, ou ici entre l'Ukraine et la Biélorussie, tout ça ce sont des frontières qui apparaissent à ce moment-là, qui n'existaient pas avant. Où on avait vu aussi ça pour le cas de l'Empire ottoman qui se divise, mais voilà, vous pouvez retenir l'exemple de l'URSS qui est un exemple parlant, on passe de un État à 15 autres États. Si on détaille un petit peu ce qui se passe, notamment dans cette zone-là, tous ces pays-là en stan qui sont nés de ça, cette zone, si vous devez l'utiliser dans une copie, vous pouvez dire Asie centrale. Donc dans l'Asie centrale, là, vous avez un document dans votre livre qui vous explique un petit peu, donc ça, vous pouvez le lire pour approfondir un peu ce que je vais vous dire. Ce qui m'intéresse, moi, ici, donc là, au début, j'avais prévu de vous faire répondre à ces questions, mais là, je vous explique simplement ce qu'il en est. On remarque en fait que entre ces différents États, il y a plusieurs situations. Parfois, la frontière, elle a été tracée et délimitée sans qu'il y ait forcément de conflit. C'est ce qu'on vous explique dans le texte, hein, par exemple, Kazakhstan, Kirghizistan ou Turkménistan, Ouzbékistan, donc qui apparaissent sur la carte, ont été tracés et aujourd'hui, les 2 pays sont d'accord. Néanmoins, vous remarquez déjà qu'entre, par exemple, là, les 2 dates qu'on vous donne, c'est 96 et 2000. Entre 91 et 96 et entre 91 et 2000, il faut quelques années, donc c'est pas évident de délimiter cette frontière, il faut le temps de faire des accords. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que un certain nombre de frontières ne sont toujours pas fixées. C'est-à-dire qu'il y a toujours des désaccords, des litiges sur ces frontières. Par exemple, entre l'Ouzbékistan et le Kirghizistan, donc c'est la zone qui est là, représentée par, les étoiles rouges, cette frontière-là, elle est toujours, en conflit et là, on vous explique dans le texte, il y a 150 points de désaccord. C'est-à-dire, il y a 150 points sur la frontière où les 2 pays ne sont pas d'accord. Il y en a un qui dit: «Ça, c'est à moi», l'autre dit: «Non, non, c'est à moi». Donc tous ces points-là ne sont pas réglés, ce qui veut dire que 30 ans après, quasiment 30 ans après, la question des frontières n'est pas réglée encore. Et donc ça nous amène à une idée importante qui est que le processus de création des frontières, il peut être très long, enfin assez long et compliqué. Donc ça, c'est une idée importante que l'exemple de l'Asie centrale vous permet de montrer. Un processus donc qui est long et compliqué. Deuxième tiret, donc vous vous souvenez, on a mis premier tiret des divisions d'États ou d'empires, qui explique donc, comme on vient de le voir, l'apparition de nouveaux États, de nouvelles frontières. Deuxième exemple, deuxième cas, ça va être tout ce qui concerne les décolonisations. Vous savez que les puissances européennes, notamment, ont colonisé d'autres parties du monde. Et une fois qu'il y a un processus de décolonisation, que ces puissances européennes rentrent, enfin s'en vont, bah, se pose la question de qu'est-ce qui se passe dans les endroits qui étaient colonisés. Et dans beaucoup de cas, ça a donné lieu à plusieurs États. Par exemple, dans le cas de l'Indochine, donc là c'est la carte de gauche, euh, c'était une colonie, donc l'Indochine, c'était un seul endroit. Et donc vous voyez hein, sur cette carte qu'à l'intérieur, il y avait quand même plusieurs zones, mais c'était une seule colonie. Cette colonie donc de l'Indochine, une colonie française, a donné lieu, dans la période moderne, à 3 États différents, puisqu'on a le Vietnam, le Laos et le Cambodge. Et donc, par rapport à la période coloniale, on a donc toute cette frontière-là, sur laquelle je passe, qui est apparue, entre donc le Vietnam, le Laos, puis le Vietnam, le Cambodge, et également la frontière entre le Laos et le Cambodge. Même chose en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest, vous aviez 2 grandes colonies françaises en fait qu'on appelait l'AOF, Afrique occidentale française, et l'AEF, Afrique équatoriale française. Et vous remarquez que après l'indépendance, on a en fait une douzaine d'États différents. Donc toutes ces frontières-là sont apparues suite à l'indépendance de ces différents États. Donc ça, c'est le deuxième cas. La décolonisation a amené à des créations de frontières. Troisième troisième cas, ce qui est le dernier qu'on étudiera, c'est la question des mouvements indépendantistes. Donc, premier tiret, division d'État, deuxième tiret, la décolonisation, troisième tiret, des mouvements indépendantistes. Ici, je passe sur l'exemple du... Je croyais que vous avez mis une diapo autre. Non. Donc, un mouvement indépendantiste, c'est quand
une partie de la population d'un État veut être indépendante, veut se séparer du reste du pays. Donc, dans votre livre, toujours, page 143, vous avez un exemple de ça, qui est en 2011, le Soudan du Sud, ou Sud-Soudan, s'est séparé du Soudan. Donc, à la base, tout ça, là, tout ce qu'on voit sur cette carte n'était qu'un seul pays. Et en 2011, donc, la partie sud a fait sécession, s'est séparée du reste du pays. Ce qu'on voit sur cette carte, ce qui est intéressant, c'est on repère en fait les raisons qui amenaient à cette volonté de se séparer. Puisque vous remarquez qu'en fait, on a différentes populations qui ont différentes religions, donc qui ont des cultures aussi différentes. Et il y a une majorité en fait de musulmans au Soudan. Mais en revanche, dans la partie sud du pays, on a à la fois des animistes et des chrétiens. Donc il y avait une différence religieuse et culturelle. Et d'autre part, on remarque également qu'il y a un enjeu économique, puisqu'il y a beaucoup, vous voyez les figurés là, c'est des puits de pétrole, donc il y a un enjeu économique. Le Sud-Soudan aussi se disait qu'il pouvait vivre grâce au pétrole. Donc il y a à la fois une raison religieuse et une raison économique. Ce que vous remarquez d'ailleurs, c'est qu'aujourd'hui, la frontière n'est pas complètement délimitée dans le sens où il y a encore des instabilités, des violences, des conflits. Donc la situation n'est pas stable, puisque c'est une idée qu'on avait déjà vue. Un État qui vient de naître doit encore s'affirmer. C'est un État qui est très jeune, donc il est souvent instable et il faut du temps avant qu'il gagne de la légitimité. Le Sud-Soudan, qu'on voit ici, c'est l'État le plus jeune, le plus récent dans le monde. C'est un bébé État, si vous voulez. Il a 9 ans. Donc le processus de création des frontières, souvent peut être compliqué, ça on l'a déjà vu, mais peut créer des tensions ici qui sont plus fortes que dans les pays qu'on a vus avant. Il n'y a pas que des pays, enfin, on peut prendre d'autres exemples, que le Soudan du Sud. Celui-là, c'est un bon exemple parce que c'est le plus récent en plus, donc vous pouvez le retenir comme ça. Mais il y a d'autres cas où on veut l'indépendance. Par exemple, on peut penser à en France, la Corse est un État, enfin une région, pardon, où un certain nombre des gens veulent être indépendants par rapport à la France. Et notamment aux dernières élections, là je vous ai mis les résultats du deuxième tour des élections. La coalition nationaliste, en fait c'est un ensemble de partis qui veulent l'indépendance de la Corse qui se sont mis ensemble, a remporté les élections. Donc 56,5%. Et donc eux, leur but, ce serait d'essayer de faire en sorte que la Corse devienne un État indépendant de la France. Donc on ne sait pas si ça fonctionnera, mais en tout cas, c'est leur souhait. Après, vous avez des cas un peu plus improbables, mais qui sont beaucoup moins puissants. Là, je vous laisserai explorer la vidéo si vous le souhaitez. C'est sur l'indépendance de la Savoie. Alors, c'est beaucoup plus minoritaire que la Corse et assez peu réaliste également. Mais en tout cas, il y a des gens qui défendent l'indépendance de la Savoie. Mais voilà, ils sont très peu. Vous avez, pour varier les exemples, donc on a pris le Sud-Soudan, on a pris la Corse. On peut également penser à la Catalogne, si certains d'entre vous ont suivi l'actualité, il y a, notamment on a beaucoup parlé il y a 2 ans. La Catalogne est une région où il y a eu des tensions depuis assez longtemps entre le reste de l'Espagne et la Catalogne. Les Catalans veulent être indépendants et il y a eu plusieurs référendums, notamment le dernier qui a largement emporté dans la population catalane pour savoir s'ils voulaient être indépendants. C'est un référendum de 2017. Le gouvernement était très opposé à ce référendum. Ils ont vraiment essayé de faire en sorte qu'ils ne se tiennent pas, mais bon, ça s'est fait malgré tout, même s'ils ont fermé des bureaux de vote, réprimé vraiment la population. Mais les Catalans veulent se séparer de l'Espagne, une majorité d'entre eux en tout cas, à la fois pour des raisons culturelles. Encore une fois, ils ont une histoire, une culture, une langue différente. Et également, ils ont un développement économique plus fort et une partie des gens se disent qu'ils n'ont pas envie d'être solidaires avec le reste de l'Espagne. Ils veulent garder aussi leur économie dans la région. Et donc ce référendum, la Catalogne aujourd'hui n'est pas du tout devenue indépendante, elle fait toujours partie de l'Espagne et notamment l'État espagnol était extrêmement, virulent face à ça et les dirigeants catalans qui ont, soutenu ce processus d'indépendance ont été condamnés, l'année dernière à entre 5 et 13 ans de prison ferme. Donc cet exemple, il est intéressant pour nous parce qu'il nous permet vraiment de voir que l'État, en l'occurrence l'État espagnol, vraiment veut
empêcher ces mouvements indépendantistes. Puisque pour un État, c'est important d'essayer de garder une espèce de enfin une cohésion et donc si tout le monde commence à vouloir être indépendant, en fait, ça fait peur à l'État tout simplement et donc là, ils voulaient vraiment envoyer un signal fort pour dire: «Non, vous ne deviendrez pas indépendant, on va condamner les dirigeants qui ont essayé de faire en sorte que la Catalogne devienne indépendante». Donc voilà, 2019, condamnation, 5 à 13 ans de prison. Et donc ça nous amène, hein, cette idée importante que, comme je l'ai dit, hein, les États répriment globalement quand enfin une région veut être indépendante. En tout cas, c'est pas une idée que les États soutiennent facilement. Voilà pour cette deuxième partie, je ferai une autre vidéo pour le grand 3.